dernier. Le piédestal de l'homme blanc vacille. C'est aujourd'hui jour de marché à Poto-Poto, l'un des plus anciens quartiers de Brazzaville, capitale de l'actuelle République du Congo. À proximité de Poto-Poto se trouve l'une des traces les plus significatives de la politique coloniale de l'entre-deux-guerres. Une politique que résume le maître mot de « mise en valeur des possessions françaises ». Ce chemin de fer qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, les compagnies concessionnaires le réclamaient. Il leur fallait une issue sur la mer. La métropole, de son côté, entendait montrer sa capacité à exploiter de façon exemplaire sa colonie du Congo. Le Congo-Océan était présenté comme un apport essentiel à la vie économique et sociale du pays. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisé après 13 années de travaux. Commencé en 1921, il a fallu, pour exécuter les 610 km de la ligne, vaincre les difficultés d'une région malsaine et accidentée, lancer 92 ponts et faire 10 millions de mètres cubes de terrassement. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Le chemin de fer Congo-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines. André Gide. Les conditions étaient très pénibles. Le gouverneur Reste a dit que sur 1 mètre de chemin de fer, il y avait un cadavre. Et ça, c'est vrai, parce que c'était le travail forcé. Il fallait ne pas se reposer, on mangeait simplement un peu pour avoir un peu de force et travailler. C'était très pénible. C'est ce qui a fait que les populations, les jeunes gens qui descendaient là-bas sous des prétextes enfin, plus ou moins justifiés, ne revenaient pas. Alors on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'où la révolte de Congo-Ara. De nombreux travaux d'irrigation, digues et barrages favorisent dans les années 20 le développement d'une économie de traite que l'on peut résumer ainsi. Les colonies exportent des produits bruts et importent des produits fabriqués. Dans le domaine agricole, les cultures d'exportation sont le plus souvent des monocultures, dont l'expansion appauvrit les sols et en favorise l'érosion. Autre inconvénient de ces pratiques, elles marginalisent les cultures vivrières et le mode de vie que déterminent ces dernières. Coton, cacao, arachide, café, bananes, ces productions autres faiblesses sont soumises à la volatilité des cours et ne prennent toute leur valeur qu'en s'inscrivant dans un ensemble. Le reproche que je peux faire aux colonisateurs, c'est de s'être placés au départ pour administrer nos pays dans une optique de grands ensembles, avec des spécialisations, et ensuite d'avoir donné l'indépendance en morcelant. C'est ça le grand reproche. Parce que quelle était la philosophie? Le Sénégal est spécialisé dans l'arachide. Bon. La Côte d'Ivoire, c'est le café, le cacao, le verre. C'est un pays beaucoup plus riche d'ailleurs, avec beaucoup plus d'eau. Donc nous étions un pays aride, semi-aride. Et pour nourrir les Sénégalais, on va chercher les brisures de riz d'Indochine. C'était cohérent. C'était très cohérent. Mais à partir du moment où chacun restait seul,
la cohérence disparaissait. C'est là qu'il y a eu le grand problème. C'est la même politique de spécialisation que mène le colonisateur en Afrique australe. Mais il s'agit cette fois d'une exploitation de nature industrielle. À l'époque, les mines étaient contrôlées par les investisseurs. Et évidemment, ils vendaient les minerais découverts. C'est ainsi qu'ils se sont enrichis. La plus grosse part de l'argent partait à l'étranger et seule une toute petite partie servait à payer les ouvriers. Les Noirs ne recevaient même pas des salaires, mais des gages, ce qui est révélateur de leurs conditions. Ils ne recevaient ni éducation, ni soins médicaux. Leur logement était misérable. Et pourtant, ils travaillaient dans des mines de cuivre. Ces mines étaient une source de profit exceptionnelle, lesquelles auraient dû être réparties équitablement. Mais ce ne fut pas le cas, et la pauvreté ne fit que s'accentuer. Le Mozambique, par l'afflux de ses travailleurs émigrés en Afrique du Sud, a contribué au développement de ce pays. Le contrat incluait une rémunération aux Portugais pour chaque personne recrutée, par tête, comme il disait. Par tête, il y avait donc une certaine quantité d'or remise aux autorités portugaises à titre d'achat de main-d'œuvre. C'était une forme d'esclavage, finalement. En Afrique du Sud, les années 20 sont celles d'une violente récession économique. Et la pauvreté touche aussi de petits paysans afrikaners qui s'engagent dans les mines. Ils s'inquiètent de la concurrence de tous ces mineurs noirs venus des pays voisins et qui, moins bien payés qu'eux, peuvent les priver de leur travail. Ils se mettent en grève. Il y a eu un fort exode rural des Afrikaners à partir de la fin du XIXe siècle. Ils arrivaient en ville sans qualification et entraient en concurrence avec les Noirs. Cette rivalité est capitale pour comprendre l'histoire de l'Afrique du Sud depuis la découverte des mines d'or. Comme les Afrikaners n'arrivaient pas à concurrencer les Noirs, les lois ségrégationnistes des années 20 sont venues à leur rescousse. Bon nombre des mesures adoptées par le gouvernement ont introduit la ségrégation. Ces mesures déterminaient là où les Noirs avaient le droit de vivre, de travailler, les professions qu'ils pouvaient exercer. Tout cela plaçait les Noirs dans une position inférieure. Ces lois ont en quelque sorte posé les jalons de l'apartheid. L'exposition coloniale de 1931 à Paris-Vincennes n'a d'autre but que de glorifier la mission civilisatrice de l'Occident. Et elle ne s'en prive pas. Mais les millions de visiteurs qui parcourent cet immense rassemblement de clichés folkloriques et de spectacles vivants d'un goût parfois très discutable, qu'auront-ils appris de la civilisation africaine? Rien. Ou presque rien. À Bambari, lorsque j'étais au collège, c'est Boganda.
je dois vous avouer, qui a été à la base de mon nationalisme et de mon panafricanisme, c'est Bokanda qui disait, c'était le premier prêtre oubanguien. Il avait une grande culture gréco-latine, et qui nous disait, ah non, attention, les maîtres de ce monde-là autrefois, c'était les pharaons, les Égyptiens dont on entend parler, là, c'est des Noirs, les pharaons, et que la civilisation est née il y a plus de 4 ou 5 000 ans. En Égypte, il y avait une civilisation nègre, libyenne, etc. et tout, et que même les savants grecs, les Thalès, les philosophes, tout ça venait apprendre en Égypte que l'Afrique est détentrice d'une vieille civilisation. Autrefois, j'étais complexé. Je haïssais les Blancs, qui me disaient que je n'avais pas de valeurs propres, que je n'avais pas de civilisation. Quand j'ai découvert que j'avais des valeurs propres, qu'il y avait une civilisation africaine, j'ai cessé de haïr les Blancs. Ça me fait sourire quand on parle de Senghor, qu'on le présente comme une sorte de poète français ou de poète latin. Mais non, mais tout simplement, c'est pas du tout le poète latin, c'est parce que les gens se sont fait une idée complètement fausse de l'Afrique. On parle d'élégie. Mais oui, je regrette. Mais figurez-vous qu'au Sénégal et en Afrique, il y avait des rois. Ça paraît bizarre. Figurez-vous qu'il y avait un cérémonial. Ça vous paraît bizarre. Savez-vous qu'il y avait des concours gymniques, comme en Grèce, et des hymnes gymniques? Le savez-vous? Mais c'est pas la Grèce qu'ils chantent, c'est ça qu'ils chantent. Savez-vous qu'il y avait une poésie de cour? Eh c'est ça la poésie du Senghor. Non, c'est pas du tout traduit du grec et du latin. Hein? C'est pas pour parodier les Français. C'était ça le Sénégal. Lantier Aimé Césaire a rencontré Senghor pour la première fois à Paris. Avec la complicité du poète guyanais Léon Gontran Damas, ils vont, dans les années 30, forger et exalter le concept de négritude. C'est pas une négritude triomphante et glorieuse, c'est pas cela. Hein? C'est une négritude piétinée, c'est le nègre piétiné, c'est le nègre opprimé, et c'est le nègre révolté. C'est ça la négritude. La négritude opprimée, on en trouve un exemple dans le sud de l'actuelle Somalie, région qu'occupent les Italiens depuis le XIXe siècle. Un traité signé en 1915 a autorisé l'Italie à accroître ses ambitions dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et son appétit n'a cessé de grandir dans les décennies qui ont suivi. Cet appétit, Mussolini va vouloir le satisfaire avec son projet de l'Africa Orientale Italiana. Pour parachever ce rêve d'empire colonial, le Duce, qui détient déjà la Libye, doit se saisir de l'Éthiopie et chasser de son palais le Négus, roi des rois et lion conquérant de la tribu de Juda, Haïlé Sélassié, et venger dans le même temps l'humiliation d'Adoua. Le Négus se prépare à faire face avec le soutien d'officiers qui lui restent fidèles. En 1935, les troupes italiennes attaquent l'Éthiopie, pays libre et membre de la Société des Nations. Nous suivions jour après jour les événements d'Éthiopie. Pouvait-on être un homme de couleur et être insensible à la montée du racisme et au développement de l'impérialisme? Nous étions en face d'une Europe insolente, arrogante, conquérante, une force d'écrasement extraordinaire. Al popolo italiano e al mondo